à toutes et tous, ravi de vous retrouver. Bonjour Marlène. Bonjour François, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ces 2 heures d'information, de débat, d'éclairage. On va tenter de faire le tour de la question. On va tenter de faire le tour de 2 questions entre 9h et 10h ce matin. Plusieurs faits au mois de décembre dans l'actualité ont attiré notre attention. Le Japon qui a décidé de reprendre la chasse à la baleine qui avait été interrompue il y a 30 ans. Quel risque pour les océans qu'on reprenne, nous, l'homme, grand prédateur, la chasse au grand prédateur marin qu'est la baleine. Il y a eu également la baie de Somme qui a annoncé des chiffres, 80% des espèces en baie de Somme menacées du fait du réchauffement climatique. Et puis il y a quelques jours, l'intronisation du nouveau président brésilien Jair Bolsonaro qui inquiète énormément d'associations dans la mesure où il veut refaire de la forêt amazonienne, le poumon de la Terre, une zone d'exploitation minière pour les intérêts de l'économie libérale et du profit. Toutes ces questions regroupées posent une grande question: quel avenir sur la Terre pour l'homme? Les menaces sur les espèces. Nous allons faire, Marlène, le tour de la question jusqu'à 10h. Et puis à partir de 10h, cette autre question, car voilà que le Canada, la ville de Calgary, après un référendum, renonce aux Jeux Olympiques. Refus des JO après ceux enregistrés en Norvège, en Suisse, au Japon, également pour les Jeux d'été à Hambourg, à Budapest. Pourquoi les Jeux Olympiques ne font plus rêver? Quel est le problème? On va essayer de faire le tour de la question alors que Paris s'apprête à préparer dans la fête les Jeux de 2024. On fera le point également sur cette question avec vous, chers auditeurs, au 3921, bien sûr. Et oui, 3921, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. N'hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez intervenir en direct sur notre antenne. Et puis vous pouvez aussi commenter, publier vos commentaires sur les réseaux sociaux. Il y a la page Facebook d'Europe 1 et Twitter avec le hashtag Europe 1. 9h, 11h, on fait le tour de la question avec François Claus sur Europe 1. Cette question de la biodiversité, de la menace sur les espèces, elle est également au cœur d'une très belle exposition à Paris que vous aurez l'occasion, si vous êtes encore en vacances, pour quelques heures, d'aller voir avec vos enfants. Jusqu'au 15 janvier prochain, c'est dans ce très beau lieu qui s'appelle le Muséum d'Histoire Naturelle, en face de la gare d'Austerlitz. Et nous sommes heureux d'accueillir son président. Bonjour Monsieur David. Bonjour. Nous serons tout à l'heure en ligne avec un des représentants de Greenpeace. Nous aurons également le réalisateur de ce très beau film qu'on peut voir également en famille, Mia, le lion blanc, qui parle à sa manière des relations que l'homme doit entretenir avec les animaux. Puis nous attendons vos témoignages. Est-ce que vous êtes-vous inquiet de ces chiffres que je formulais? Est-ce que vous pensez à ce qui nous entoure? Car ce qui nous entoure, c'est ce qui nous permet aussi de vivre. Est-ce que, Monsieur David, c'est un constat inquiétant lorsque certains évoquent ce qu'on appelle la 6e extinction de masse des espèces que nous sommes, nous, en train de vivre sur la Terre? Oui, c'est un constat qui est inquiétant et moi qui m'inquiète de plus en plus. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est pas simplement la disparition de quelques espèces emblématiques, aussi séduisantes soient-elles. On peut penser à l'ours blanc qui est en danger, et on aime tous les ours blancs, mais enfin, je veux dire, si l'ours blanc disparaissait par malheur, ça serait pas une catastrophe pour la planète. Ce qui est une catastrophe, c'est les causes qui conduisent à la disparition de l'ours blanc. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, ce sont des diminutions d'abondance, c'est-à-dire des espèces qui sont de moins en moins abondantes sur Terre, alors même que ce sont des espèces très communes. On peut penser à des micro-organismes qui vivent dans les sols, mais aussi on a vu ce printemps dernier on a noté la disparition des oiseaux, la disparition des insectes en Allemagne, et ça ne concerne pas que l'Allemagne d'ailleurs, même si ça a été observé en Allemagne, la disparition d'un certain nombre de mammifères très communs. Des mammifères comme le lapin de Garenne ou le hérisson sont en déclin, alors que ce sont des mammifères qui pullulent normalement. Et donc ça, je trouve ça très inquiétant parce que c'est ce qui signe une grande crise de la biodiversité. C'est comme ça que les grandes crises des périodes géologiques ont fonctionné il y a très longtemps. Oui, alors quand on parle de 6e extinction de masse, la dernière remonte à 66 millions d'années. La première est survenue moins 440 millions d'années. Non, 450 millions d'années. Oui, moins 450 millions d'années. Ce phénomène de disparition des espèces que la Terre a toujours vécu, il y a une grande différence aujourd'hui, c'est que c'est un prédateur lui-même qui est à l'origine de cette disparition, alors qu'on évoquait plutôt des phénomènes de météorites, de volcans ou d'explosions d'étoiles qui auraient causé dans le passé, dans le très loin passé, ces disparitions d'espèces, Monsieur David. Oui, bien sûr, c'est la première fois, c'est très original. Cette fois, c'est la première fois qu'une espèce est à l'origine de la crise. Ça n'est jamais survenu de cette manière-là. Compris, c'est nous. L'espèce, c'est Homo sapiens. C'est nous, c'est l'homme. On est une espèce parmi beaucoup d'autres, mais on est une espèce qui est très active, qui a une grosse influence sur la planète. C'est la première fois que c'est une espèce qui est vraiment à l'origine de la crise. Ça, c'est vraiment très, très original.
c'est pas plus inquiétant qu'autre chose, parce que c'est une espèce qui a la conscience de ses actes, donc on peut espérer que... Pas toujours, mais... On peut espérer qu'au-delà de l'action, on peut aussi avoir une réaction par rapport à nos propres actions, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on est en capacité de réagir et pas seulement d'agir. Et ça doit nous rendre quand même un minimum optimiste en espérant qu'on saura réagir justement à ce qui est en train de se passer. Alors, c'est un peu le but pédagogique de votre exposition que j'évoquais en début d'émission. Les espèces, dites-vous, en voie d'illumination, pour ne pas dire en voie de disparition. Il y a un message très pédagogique, j'imagine, et notamment aux yeux des enfants, et puis peut-être des parents dans le discours qu'ils doivent véhiculer auprès des enfants. Oui, donc ce sont des grands animaux gigantesques, les plus grands font 15 mètres de hauteur, qui illuminent le jardin des plantes et la ménagerie du jardin des plantes. Et ce qu'on a voulu faire, c'est d'abord émerveiller en cette période de Noël, c'est simplement proposer une promenade dans le jardin la nuit, dans la ménagerie la nuit, qui sont des lieux qui normalement sont fermés à cette époque de la journée. Donc il y a déjà un premier émerveillement à travers ça, il y a l'émerveillement à travers ces grandes sculptures et structures lumineuses qui sont très très belles. Et puis derrière, il y a quand même un message, qui est le message de l'histoire de la biosphère sur Terre et les pressions qui s'exercent sur cette biosphère. Donc on commence avec les dinosaures qui ont disparu il y a très très longtemps, sans qu'il y ait d'hommes sur Terre. Et puis ensuite, on enchaîne avec des animaux qui ont disparu alors que l'homme était présent, des animaux qui ont disparu plus récemment du fait de l'homme lui-même, comme le moa, qui était une sorte de grande autruche, qui vivaient dans l'hémisphère sud, et puis des animaux qui sont sous pression aujourd'hui. On parlait de l'ours blanc tout à l'heure, par exemple l'ours blanc, et puis après on parle aussi de l'histoire des lieux, de l'histoire de la ménagerie. On a mis des girafes à côté d'un enclos où il y a eu une girafe à la ménagerie, et qui a été la première girafe à arriver en Europe en 1827, à l'époque de Charles X. On l'a appelée la girafe de Charles X. Elle était venue d'Égypte en bateau, et ensuite elle est venue à pied de Marseille à Paris. Alors c'était extraordinaire parce que ça a généré une mode girafe en France. Il y avait des fers à repasser avec des sculptures de girafes, des assiettes avec des girafes, des coiffures girafes, enfin, etc. etc. Vous voyez, c'est absolument passionnant lorsqu'on commence à dérouler cette histoire, et on va le faire tout au long de cette émission, que j'allais dire, de cette illumination qu'on va essayer de proposer aux auditeurs, car il faut évidemment les alerter, être catastrophiste, mais aussi peut-être y voir des possibilités de réaction. Au téléphone avec nous, Christian Buchet. Bonjour Monsieur Buchet. Bonjour à tous. Et avec nos meilleurs vœux, bien sûr, nos meilleurs vœux pour la mer et l'avenir de la mer, dont vous êtes l'un des grands spécialistes en France. Vous êtes directeur du Centre d'études de la mer à l'Institut catholique de Paris, et vous venez d'écrire la grande histoire vue de la mer aux éditions du Cherche Midi. Christian Buchet, vous partagez le constat alarmiste que je formulais au début de l'émission, où vous voyez des signes encore d'espoir que ce grand prédateur qui est devenu l'homme, l'homo sapiens, ait encore les moyens de réagir. Ah c'est sûr que notre génération et nos enfants ont une responsabilité incroyable. L'homme, après avoir été maîtrisé par la nature, est aujourd'hui en train d'asservir la nature. Mais vous savez, il n'y a pas un combat entre l'homme et la nature, c'est notre environnement. Quand je me bats pour l'environnement, c'est pas uniquement pour les petits oiseaux, les petits poissons, c'est pour l'homme. Car c'est l'homme qui se menace lui-même à travers ce qu'il est en train de faire. Alors, concernant la mer, écoutez, oui, on a la question de la pêche, mais vous savez, on dit souvent pêche sur pêche. Le problème est infiniment plus compliqué que ça. C'est la disparition, la diminution forte d'un certain nombre d'espèces. C'est d'abord parce que partout, nous voulons manger les mêmes 12 grosses espèces de poissons. C'est incroyable. Si vous prenez les côtes françaises de métropole, je ne parle pas de l'outre-mer qui donne un domaine maritime extraordinaire, on a 253 espèces de poissons comestibles et on se focalise tous sur 12 espèces de poissons. Donc c'est dire que ces 12 espèces de poissons, oui, elles sont fortement menacées. C'est pas une question de pêche, même si cette pêche correspond à une demande de la consommation. Si nos grands chefs nous inventaient déjà, vous voyez, un certain nombre de nouvelles recettes pour mettre au goût du jour des poissons qui sont plus du tout mode, si nous répartissions notre consommation non pas sur 12 espèces, mais sur les 253 espèces, ça donnerait, si je peux m'exprimer ainsi, une bouffée d'oxygène à nos poissons. Alors, oui, c'est vrai, aujourd'hui, il faut faire attention. On voit avec votre enthousiasme, Christian Buchet, qu'il y a de l'espoir, il y a une possibilité de changer. On voit bien également à travers vos propos que c'est bien lié au comportement de l'homme, à ses modes de consommation. On va voir justement ce qu'on peut y faire, comment on peut évoluer. On fait le tour de la question.
La chasse à la baleine, doit-on s'inquiéter pour les espèces en voie de disparition? On fait le tour de la question ce matin jusqu'à 10h avec vous François Claus et avec vos invités. Bruno David, qui est naturaliste et président du Muséum d'Histoire Naturelle, à l'origine par ailleurs de l'exposition au Jardin des Plantes sur les espèces en voie de disparition qui a pour titre les espèces en voie d'illumination. Et puis, allez la voir jusqu'au 15 janvier si vous pouvez. Il nous a fait rêver tout à l'heure Bruno David en parlant d'illumination. Et Christian Buchet, directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris, auteur d'un ouvrage, La grande histoire vue de la mer, aux éditions du Cherche Midi. Christian Buchet, je vous ai un petit peu coupé pour des besoins commerciaux. Les besoins commerciaux de l'homme, justement, c'est peut-être ce que vous étiez en train de nous dire, qui menace cette biodiversité et donc l'équilibre sur Terre, l'équilibre de vie. On a appris que le Japon allait reprendre pour des raisons, on va dire politiques, nationalistes, géopolitiques, la chasse à la baleine. Ce sont bien ce comportement de l'homme qui aujourd'hui menace l'équilibre. Ah, tout à fait. Alors, sur la question du Japon et de la baleine, bon, on pourrait dire que le Japon met enfin fin à une certaine hypocrisie par certains côtés, parce que sous prétexte à la suite d'un moratoire de 1986 qui autorisait la chasse à la baleine non pas à des fins de consommation mais scientifiques, le Japon s'y adonnait et il pêchait quand même 600 baleines par an. Hein. Et ils allaient les pêcher jusqu'en Antarctique, dans l'hémisphère sud. Sur une population qui est estimée à combien, Christian Buchet? On n'a pas les chiffres, c'est très compliqué, oui, parce que certaines espèces de baleines, effectivement, sont menacées, d'autres moins. Donc c'est vrai qu'il y a un débat, tout dépend du type de baleine. Mais aujourd'hui, si vous voulez, le Japon a annoncé qu'il qu'il sortait des accords pour sortir du moratoire pour pêcher à nouveau à des fins commerciales, donc de consommation à la baleine. En même temps, il sort de son hypocrisie, là où je serais moins alarmiste. C'est absolument condamnable. Il fait cela après deux autres pays qui sont quand même l'Islande et la Norvège, il ne faut pas l'oublier. Mais au moins, ce qui est positif, c'est qu'ils vont limiter cette pêche uniquement dans leurs eaux, c'est-à-dire les eaux territoriales et ce qu'on appelle la zone économique exclusive. En gros, c'est 200 000 marins, 372 km. Donc au moins, ils ne chasseront plus au niveau de l'Antarctique et de l'hémisphère sud. Ils ont été mis en minorité parce qu'ils voulaient mettre fin à la chasse, au moratoire sur l'interdiction de pêcher des baleines. Ils ont été mis en minorité en septembre dernier par 41 voix contre 27. Mais ça montre que derrière le Japon, il y a 26 pays qui sont pour la reprise de la chasse à la baleine. Donc on voit qu'il y a un sacré problème. Après moi, le déluge en quelque sorte. Oui, et oui, il faut être beaucoup plus responsable. Il faut être beaucoup plus responsable. Lorsque vous avez monté cette exposition, et Bruno David, au Muséum d'Histoire Naturelle, j'imagine qu'à certains moments, vous vous êtes dit mais qu'est-ce qu'on fait, nous, l'homme? Ça vous a un petit peu peut-être affolé, et ce comportement, puisqu'on évoquait là une décision politique, il est clairement irresponsable en ce moment. Je pense que de toute manière, on est encore dans une période où les intérêts économiques prévalent sur les intérêts particuliers. J'étais frappé, on parle beaucoup des gilets jaunes en France en ce moment, j'ai entendu sur une émission de radio une dame qui disait: entre mes petits-enfants et les ours blancs, je choisirais mes petits-enfants. Mais elle n'avait pas compris que c'était le même problème. Et qu'en fait, les raisons qui font que les ours blancs disparaissent sont les mêmes raisons qui feront que ces petits-enfants auront beaucoup de mal à vivre sur Terre. Et en fait, les deux questions se rejoignent. Et ça, il faut arriver à le faire passer. C'est un message qui est difficile, effectivement, parce que les gens qui ont leur fin de mois, qui ont des problèmes de fin de mois, comme ils le disent, la fin du monde m'intéresse moins. Mais néanmoins, il faut arriver à concilier les deux. Arriver à cette forme d'équilibre, oui. Et on n'y arrivera pas sans changer assez fondamentalement de modèle économique. Ça ne pourra pas se faire du jour au lendemain, parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas, en appuyant sur un interrupteur, basculer dans un autre système économique mondial, parce que c'est bien de mondial qu'il s'agit, c'est du mondial qu'il s'agit. Mais néanmoins, il va falloir qu'on y arrive, et si on n'y arrive pas par nous-mêmes, les circonstances nous l'imposeront. François Chartier, qui est chargé de la campagne Océan à Greenpeace, nous a rejoint au téléphone. Bonjour Monsieur Chartier. Bonjour. C'est le but de Greenpeace d'alerter justement à travers ces campagnes le Greenpeace et les autres. Je vais vous proposer par exemple d'entendre ce message, celui formulé par Isabelle Autissier, la présidente du WWF. C'est l'une des dernières campagnes du WWF. L'océan, c'est la vie sur cette planète bleue. L'océan nourrit aujourd'hui des centaines de millions de personnes. L'océan, le savez-vous, nous fournit une respiration sur deux grâce à l'oxygène, du plancton. Nous avons besoin de l'océan. Cet océan qui nous est indispensable est gravement malade. Il est malade de la pollution avec des millions de particules de plastique qui flottent, qui sont ingérées par les espèces vivantes et qui les détruisent. Il est malade de la surpêche et de la pêche pirate. Aujourd'hui, pratiquement 40% des espèces sont surexploitées. Nous avons besoin de vous.
Nous avons besoin de vous, dit Isabelle Autissier avec sa belle voix. François Chartier, c'est bien là la question en jeu aujourd'hui, de retrouver un équilibre entre l'homme et sa biodiversité, parce que si on perd des espèces, il faut le réexpliquer, c'est tout un équilibre qui à terme menace l'homme lui-même. Oui, et finalement les menaces elles sont très clairement identifiées. Comme l'a déjà indiqué Christian, un des principaux problèmes c'est la surpêche. Pour préciser ce qui a été dit, aujourd'hui on a 1% des bateaux, qui sont la flotte industrielle, qui pêchent 50% du poisson. Donc le problème il est là, il est lié à l'industrialisation des pêcheries. Et puis on a d'autres impacts sur la biodiversité, et aujourd'hui la priorité c'est de restaurer la biodiversité marine. Je pense notamment à l'extraction, notamment du pétrole offshore, ou au développement possible de l'extraction des minerais en grande profondeur, ce qui serait une catastrophe. Donc, et qu'il faut réguler ces activités. Et notamment, là, il va y avoir à l'agenda des choses très intéressantes, à l'agenda international, c'est-à-dire un projet de réformer la gouvernance de la mer. Les Nations Unies vont discuter de voir comment on peut protéger la haute mer. Ça, c'est une priorité. Et puis un dernier élément, tout ça évidemment lié à l'impact des changements climatiques par rapport au rôle de résilience des océans. Alors, on va prendre un exemple. L'acidification des océans liée au changement climatique a un impact sur les récifs coralliens. Et plus on protège les récifs coralliens, plus on a une capacité de résilience des océans. Donc les deux enjeux sont extrêmement liés. On ne sauvera pas les océans si on ne sort pas, par exemple, de l'âge du pétrole. On voit bien que c'est un problème en chaîne, effectivement, qu'il faut régler. C'est à cette chaîne de la biodiversité qu'il faut aujourd'hui s'accrocher pour un avenir sur Terre. Nous faisons le tour de la question. 9h21, on continue à faire le tour de la question avec vous, François Claus. Et vous le rappeliez tout à l'heure, la semaine dernière, Tokyo a annoncé son retrait de la Commission baleinière internationale. Les défenseurs de l'environnement ont bien sûr réagi. Nous aussi, on réagit. Les auditeurs aussi peuvent le faire au 39 21. La chasse à la baleine, doit-on s'inquiéter pour les espèces en voie de disparition? Sur ces espèces en voie de disparition, Bruno David, vous qui êtes le président du Muséum d'Histoire Naturelle, on entend beaucoup de chiffres. J'ai lu, par exemple, que les disparitions d'espèces avaient été multipliées par 100 depuis le début du XXe siècle, que ça concerne les mammifères, les amphibiens, les reptiles. J'ai lu par ailleurs que depuis 70, plus de la moitié des vertébrés avaient disparu. Est-ce que dans ces chiffres qu'on voit sortir sur le net partout, il est difficile de faire le tri? Quelle est la réalité? Non, la réalité, il faut pas confondre les disparitions d'espèces avec les déclins de certaines espèces. Quand on parle de 70% de mammifères ou de 60% de mammifères, il s'agit de déclin, il ne s'agit pas de disparition, fort heureusement. Bon, ceci dit, à terme, un déclin, s'il devient trop important, peut se terminer par une disparition. Oui, parce qu'on voit des chiffres, par exemple, les lions en Afrique, moins 43% en population là depuis 93, les orang-outans de Bornéo, moins 25% en 10 ans. Oui, non, mais il y a des déclins qui sont très très inquiétants. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les déclins qui m'inquiètent le plus, moi, ce ne sont pas seulement les déclins d'espèces emblématiques, aussi prestigieuses soient-elles et aussi intéressantes soient-elles, parce que quand on protège une espèce emblématique, c'est tout un écosystème qu'on protège, ce qu'on appelle une espèce parapluie. Si on protège l'orang-outan à Bornéo, on protège tout l'écosystème de l'orang-outan de Bornéo. Donc c'est très important de le protéger. C'est le cas également, on le rappelait, pour les polémiques qu'on a en France autour à la fois de l'ours et du loup, peut-être l'ours dans les Pyrénées, parce que ce grand mammifère en haut de la chaîne, eh bien, on décline ensuite toute la population de la région. Ça permet de protéger tout un écosystème à partir d'une espèce emblématique qu'on peut plus facilement expliquer au public. Et le muséum est là aussi pour expliquer des choses comme cela au public. Mais néanmoins, ce à quoi on assiste, c'est un déclin d'espèces ordinaires. Je parlais tout à l'heure des lapins et des hérissons. J'ai l'habitude de dire on voit moins de hérissons écrasés le long des routes. C'est pas parce que les hérissons ont appris à éviter les voitures ou que les automobilistes contournent les hérissons. Simplement parce que globalement, il y a moins de hérissons. Alors que c'est une espèce extraordinairement prolifique. Donc on doit s'interroger pourquoi finalement il y a beaucoup moins de hérissons en France. C'est comme les moucherons sur les pare-brises, d'ailleurs. C'est comme les mouches sur les pare-brises ou les moucherons sur les pare-brises, c'est comme les oiseaux dans les champs, etc. etc. Et par exemple, si on veut être très pédagogique, moins de hérissons, ça veut dire, à terme? Ça veut dire c'est un insectivore, ça veut dire éventuellement plus d'insectes ravageurs des cultures, ça veut dire simplement qu'on exerce une pression sur des écosystèmes, qu'on est en train de faire changer ces écosystèmes. Je pourrais vous faire une comparaison avec la Tour Eiffel si vous le souhaitez. Allez-y, allez-y. Un écosystème, c'est comme la Tour Eiffel. C'est quelque chose de complexe, qui a des réseaux de relations entre des espèces. Comme la Tour Eiffel, c'est un réseau de relations entre des poutrelles. Alors, je peux enlever une poutrelle de la Tour Eiffel, je peux enlever 2 poutrelles, 3 poutrelles, etc. Je peux affaiblir certaines poutrelles. Puis, au bout d'un moment, j'enlèverai la mauvaise poutrelle. Un écosystème, c'est pareil. Au bout d'un moment, on enlève la mauvaise espèce, ou on assiste au déclin de l'espèce qui fait basculer l'écosystème dans un nouvel équilibre. Dans le cas de la Tour Eiffel, on va se retrouver avec un tas de ferraille sur le champ de Mars. On aura toujours la Tour Eiffel, elle aura simplement changé d'état, et elle ne rendra plus les mêmes services à la population que ceux qu'elle rendait avant. Mais on aura toujours la Tour Eiffel dans un état différent. Les écosystèmes, c'est pareil. On peut basculer dans un nouvel équilibre,
L'écosystème ne rendra plus alors les mêmes services. On aura toujours quelque chose, mais ça fonctionnera plus du tout de la même manière. Et certains des services que ça rendait à l'humanité ne seront plus rendus à l'humanité. Christian Buchet, les océans sont une tour Eiffel en menacée. Alors une tour Eiffel qu'on ne connaît même pas, vous savez, je crois qu'il faut insister, l'une des menaces majeures, peut-être plus grave que ce qui touche les baleines aujourd'hui, c'est l'acidification des océans. Les océans nous rendent un bien inestimable, c'est d'absorber entre 30 à 40%, plutôt aux alentours de 37% de nos émissions de CO2. Mais depuis le temps que ces océans absorbent nos émissions de CO2, ils s'acidifient, provoquant une disparition des espèces. Aujourd'hui, vous savez que ce qu'on appelle la métagénomique, c'est-à-dire le séquençage, non pas de gènes isolés mais croisés, les biologistes marins considèrent qu'on ne connaît pas 10% de la biologie marine. C'est-à-dire qu'on sait qu'on vient de l'eau. On ne connaît pas plus de 10% de ce qui se passe au fond de l'eau et nous détruisons par l'acidification des océans tous ces éléments, si vous voulez, marins, si bien qu'aujourd'hui on est en train de détruire les sources même des molécules qui vont permettre d'améliorer notre santé demain. Donc vous voyez, il n'y a pas simplement les espèces que nous connaissons, on détruit aujourd'hui les espèces que nous ne connaissons même pas et dont nous aurons besoin. C'est dire que c'est un scandale écologique, chacun le sait, mais c'est une aberration pour l'homme et c'est même une aberration économique. Ça veut dire qu'il n'est pas encore, aussi dans vos propos, on le comprend, trop tard, qu'il est encore possible d'agir, parce que ce qui m'a surpris, c'est que derrière le constat, par exemple, de la baie de Somme qu'on a eu au mois de décembre, que 80% des espèces étaient menacées, il y a une possibilité, à travers un effort, une politique, une vraie volonté, de relancer la baie de Somme, nous disait-on là-bas, pour avoir été moi en Bretagne l'été dernier, en mer d'Iroise, où on a fait un effort conséquent pour limiter la pollution, des espèces sont revenues. On est dans une rupture d'équilibre, c'est-à-dire c'est l'ultime moment pour agir. Après, ça sera trop tard, la machine va s'emballer. C'est l'histoire de la Tour Eiffel qui est évoquée à l'instant. Combien de temps, quand vous dites ultime, là, vous le chiffrez sur les 5 ans, les 10 ans, les 50 ans qui viennent? Vous savez, quand on part aujourd'hui, quand vous évoquez la baie de Somme, on sait aujourd'hui que cette diminution de 80% des espèces de poissons résulte du réchauffement climatique. On sait bien que si c'est pas aujourd'hui que nous agissons, on ne sera pas au rendez-vous demain. Le réchauffement climatique, c'est ce qui provoque l'érosion des côtes. Tout se tient. Encore une fois, quand on est pour l'environnement, c'est pas pour sauvegarder uniquement la nature, les petits oiseaux. C'est l'homme que nous menaçons à très moyen terme si nous n'agissons pas aujourd'hui même. Merci beaucoup Christian Buchet de nous avoir accompagnés dans cette réflexion. Je sais que vous avez des contraintes aujourd'hui et que vous nous abandonnez en cours de débat, mais c'était un grand plaisir de vous entendre. Je renvoie à votre ouvrage La Grande Histoire vue de la mer aux éditions du Cherche Midi. À bientôt Christian Buchet sur Europe 1. Bonne journée à tous et prenons soin de notre belle nature. On l'a compris, c'est un vœu que nous pouvons tous formuler pour 2019, mais nous faisons toujours le tour de la question avec Bruno David et nous retrouverons François Chartier de Greenpeace au téléphone, puis on aura une petite surprise également pour nos auditeurs. On va parler d'un lion blanc qui cartonne dans les salles de cinéma. C'est un beau signal. Le Japon renoue avec une tradition très ancienne, la chasse à la baleine. Doit-on s'inquiéter pour les espèces en voie de disparition? On fait le tour de la question jusqu'à 10h sur Europe 1 avec vous, François Claus. Et avec nos invités, Bruno David, naturaliste et président du Muséum d'Histoire Naturelle, où on peut voir encore jusqu'au 15 janvier la très belle exposition Espèces en voie d'illumination. Christian Buchet nous a quittés, mais nous sommes également avec François Chartier, qui est chargé de la campagne Océan à Greenpeace. Bruno David, le débat sur les océans, au-delà des espèces, c'est un équilibre, j'allais dire, météorologique, un équilibre de survie qui est en jeu. Oui, alors il faut se rendre compte aussi que l'océan, c'est immense, tout le monde le sait. C'est 70% de la surface de la planète, mais c'est surtout 96% du volume offert à la vie sur Terre. Parce que la profondeur moyenne de l'océan, c'est 3700 mètres. Et donc, si on raisonne en termes de volume, les continents sont certes bosselés, mais la vie s'installe sur une pellicule à la surface des continents. Alors que dans l'océan, la vie est installée dans toute l'épaisseur de l'océan. Donc ça représente 96% du volume offert à la vie sur Terre, c'est l'océan. Donc quand on touche à l'océan, on touche à ça. Donc c'est un composant majeur de la biosphère. Et vous disiez, il n'y a pas de nuages sans océan. Ça, c'est pour faire un petit peu de poésie. Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les nuages sont des gouttelettes d'eau, c'est pas de la vapeur d'eau. Donc quand il fait très beau, l'eau s'évapore. Pour que ça forme un nuage, il faut qu'il y ait des petits points d'ancrage pour cette vapeur d'eau. Et ces petits points d'ancrage sont liés à une molécule qu'on va appeler DMS, pour faire simple, donc une petite molécule qui est produite par des algues microscopiques, du phytoplancton, du plancton végétal. Et ces algues, quand il fait beau, pullulent, parce qu'elles se développent avec la photosynthèse, donc elles vont produire beaucoup de ces petites particules qui vont faire que l'eau va s'accrocher, ça va faire des nuages. Il va faire moins beau, il y aura moins d'algues, et donc il y aura moins de nuages, et il va refaire beau.
etc. Et donc, on est dans un cycle vertueux. C'est le cycle de l'eau, en fait, qui est beaucoup plus rapide. Ça accélère, si vous voulez, la fabrication des nuages. Et s'il n'y a pas les océans, s'il n'y a pas ces algues dans les océans, ces petites algues microscopiques dans l'océan, il y a beaucoup moins de fabrication de nuages. Et ces nuages, bon, c'est la pluie pour nous aussi. Donc, c'est vraiment notre cycle de l'eau qui est si important pour notre espèce. Et on parlait tout à l'heure d'acidification des océans. Quand on est en phase où on change le potentiel d'acidification de l'océan, on peut altérer le développement de ces algues microscopiques qui sont toutes petites. Et à ce moment-là, on va altérer tout le cycle de l'eau sur Terre. François Chartrier, c'est absolument fascinant, on rêve, là, vous voyez, j'étais encore en train d'écouter Bruno David. François Chartrier, vous nous évoquiez une prise de conscience au niveau planétaire, du côté de l'ONU. Quelles sont les urgences à court terme autour des océans dont on a compris l'enjeu majeur à travers les propos de Bruno David à l'instant? Les urgences, elles sont doubles. Il faut à la fois travailler sur la protection de la biodiversité et à la fois sur les enjeux liés au réchauffement climatique. Concernant la protection de la biodiversité, l'urgence aujourd'hui, c'est de mettre en place des vastes espaces, par exemple, protégés. Des aires marines protégées, des réserves, des sanctuaires, que ça soit en haute mer ou que ça soit sur les côtes. J'évoquais tout à l'heure la mer d'Iroise, là au large de Brest, qui est un exemple réussi de on peut faire revivre la nature si on fait un effort. Oui, mais ça marche uniquement si on protège à un haut niveau de protection. C'est-à-dire que si on exclut des activités extractives industrielles, type pêche industrielle, type forage, etc. Et ça marche uniquement si on fait ça de manière ambitieuse. Et aujourd'hui, cette ambition, malheureusement, le problème est qu'elle n'est pas là. Et finalement, c'est la même chose avec le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on a un affichage politique très ambitieux, avec une posture d'un président qui se prétend champion du climat. Et en même temps, pour prendre une expression à la mode, on a des politiques qui sont complètement incohérentes et qui vont dans le mur. On peut prendre quelques exemples. Il y a une aberration à, d'un côté, interdire tout nouveau forage et à autoriser Total à aller forer en Guyane. Vous avez en ce moment un navire qui fore au large des côtes de Cayenne, dans une zone extrêmement vulnérable en termes d'environnement. Quelle est la lisibilité de ce message ? Comment nous, on peut comprendre quelle est la politique et l'ambition environnementale d'un gouvernement ? Aujourd'hui, on a plutôt des freins politiques plutôt que des manques de solutions techniques ou des solutions quant au problème de la biodiversité et du réchauffement climatique. Bruno David, je vous redonne la parole dans un instant. Bruno David, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir sur la notion de territoire et de protection, de zone de protection. C'est très important, effectivement, d'avoir ces territoires protégés. Mais je pense qu'il faut qu'on soit aussi capable de sortir de cette logique de territoire. Si on ne sort pas de cette logique de territoire, on n'y arrivera pas. Parce que ça sous-entend, au moins aux yeux de certains, que à partir du moment où on fait une grande zone protégée, on peut faire n'importe quoi à côté. Et ça, moi, je ne le supporte pas. Il faut qu'on ait une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique, comme on dit de la question, qu'on ait effectivement des zones protégées, mais qu'à côté de ces zones protégées, on fonctionne autrement sur les autres territoires, et que les pressions qu'on exerce sur ces autres territoires soient également différentes. Parce qu'on est dans cette situation, Bruno David, c'est à la fois la mondialisation, l'accélération des échanges, qui est un formidable progrès, qui rend le problème planétaire absolument global. Hein. Ça va de l'Amazonie jusqu'aujourd'hui aux hérissons de nos campagnes. Tout est lié. On est dans le tissu vivant de la planète, dans un réseau de relations entre toutes les espèces à l'échelle de la biosphère. Tout est lié. Quand on fait une action à un endroit, ça a un impact à un autre endroit. Et ça a un impact à travers nos activités qui sont effectivement mondiales. Donc c'est très compliqué à résoudre. Et la complexité que représentent les interactions entre toutes les espèces de la biosphère font qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Et je parlais de la Tour Eiffel tout à l'heure, on ne sait pas à quel moment on va enlever la mauvaise poutrelle dans les écosystèmes. Et c'est bien pour ça qu'il faut alerter. François Chartrier, je vous ai coupé dans votre raisonnement. Il y a un deuxième axe sur lequel il faut travailler. Si vous pouviez le formuler rapidement, car on a des besoins commerciaux également. Allez-y. C'est compliqué, mais encore une fois, les solutions, elles sont simples et elles existent, elles manquent d'ambition politique qui est derrière. L'enjeu climatique, on ne sauvera pas les océans si on ne maintient pas le climat en dessous d'un réchauffement d'1,5 degré. Là aussi, la solution elle est très simple. Il faut accélérer la sortie de l'âge du pétrole et de l'âge du charbon pour notre pays. Mais pour nous, en France, la priorité, c'est de participer à la sortie de l'âge du pétrole. Absolument. Merci de ce message. Vous avez rempli votre mission assez court, mais vous restez avec nous. Le débat, bien sûr, continue. Faire le tour de la question pour faire le tour de la planète de l'environnement, c'est un vrai défi pour nous. Europe 1. Et on continue à
faire le tour de la question avec vous, François Claus. On parle notamment de la chasse à la baleine, mais pas seulement, des espèces en voie de disparition. Oui, la chasse à la baleine a été l'événement qui a déclenché notre réflexion plus globale sur la disparition des espèces. Et on en parle avec vos invités, Bruno David, président du Muséum d'Histoire Naturelle, qui est naturaliste, et puis François Chartier, chargé de la campagne Océan à Greenpeace. Bruno David, l'un des soucis aujourd'hui, c'est que les espèces, elles s'adaptent aux situations, mais il y a une espèce d'accélération qu'on vit du phénomène de destruction que nous causons. Ça va vite, trop vite peut-être pour les animaux. Oui, le rythme du changement qu'on impose aux espèces et à la biosphère en général, et c'est ça le problème. Parce que pendant pas mal de temps de son histoire, à beaucoup de moments de son histoire, la Terre a été plus chaude qu'aujourd'hui, par exemple. Donc la question de la température n'est pas un problème en soi. Ce qui pose vraiment question, c'est la vitesse à laquelle on change de température. Parce que là, les espèces ne peuvent plus suivre. Et ça bouleverse complètement les écosystèmes, comme on le disait tout à l'heure. Et cette question des vitesses, elle est vraiment centrale. On va, en gros, de 100 à 1000 fois plus vite que ce qui s'est produit lors des grandes crises de la biosphère depuis 500 millions d'années. Il y a eu 5 grandes crises qui nous ont précédés. Il y a eu une cinquantaine d'autres crises plus petites. Et on est dans la 6e grande crise. On vient d'entrer dans la 6e grande crise. On est encore au tout début de cette crise. Mais par contre, on s'y engage. Quand vous parlez de crise, ça s'étend. Alors, il faut ramener, c'est pas demain, c'est pas 2050. On est sur des centaines d'années. Alors, dans l'histoire de la biosphère, une crise, ça dure entre 100 000 et 1 million d'années. Donc, c'est très, très long. Et on entre en crise, et en gros, ça correspond à l'éradication d'environ 80% des espèces sur la planète. Donc, on voit l'ampleur que ça représente. On est très, très loin. On n'a pas éradiqué 80% des espèces sur la planète. Par contre, si on essaye de mesurer en vitesse, à quelle vitesse on s'engage dans cette crise, on se rend compte qu'on va 100 à 1000 fois plus vite. J'aime bien prendre l'analogie avec un véhicule. On a un mur devant nous, on va vers le mur, on est encore au tout début du voyage vers ce mur, mais par contre, on y va très très vite, 100 à 1000 fois plus vite que jamais dans l'histoire de la Terre. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que ça ne laisse pas le temps aux espèces ni de s'adapter, ni de s'acclimater. Et si on prend l'exemple d'une espèce particulière, par exemple, on évoquait tout à l'heure l'ours polaire qui fascine tant de monde, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça veut dire quoi pour l'ours ? Ça veut dire que s'il n'y a plus de banquise, il est plus capable de vivre parce qu'il est plus capable de chasser. Donc il y a 2 options, soit l'ours disparaît complètement, et il n'y aura plus d'ours blanc, soit il va changer de comportement, comme c'est une espèce relativement intelligente, c'est pas complètement à exclure, et il va se réfugier vers d'autres territoires ou continuer de vivre sur ces territoires d'une autre manière. Mais ça, c'est une inconnue totale. On ne sait pas quelle est la capacité d'acclimatation de l'ours à un changement complet de son environnement, parce que là, c'est vraiment un changement drastique de l'environnement, puisqu'on franchit le seuil des 0 degrés, donc l'eau devient liquide, et il n'y a plus de glace. Donc il est dans un écosystème, lui, complètement différent. Saura-t-il s'y adapter, ne pas s'y adapter? On voit des ours qui commencent à migrer vers le sud, qui s'hybrident avec des gros ours bruns, qui sont les grizzlies. On aura des ours gris peut-être. On ne sait pas, on aura des ours à tâches. C'est ce problème de l'urgence par rapport à la rapidité aujourd'hui de notre système économique qui inquiète et qui oblige à réagir avec urgence, François Chartier. Oui, et effectivement, une fois qu'on a dressé le portrait alarmant plus qu'alarmiste de l'état de notre biodiversité et de l'accélération du changement climatique, il faut se tourner vers ce que nous on fait, c'est-à-dire quel est le modèle énergétique dont on dépend et quelles sont les solutions qui existent pour en sortir, pour aller vers un modèle qui repose sur les énergies renouvelables, quel est le modèle agricole avec tous les enjeux en termes de perte de biodiversité liés aux intrants et à la surconsommation là aussi d'hydrocarbures, les modèles de gouvernance dans lesquels on fonctionne. Donc encore une fois, c'est à partir du moment où on parle d'une vague d'extinction d'espèces qui est liée à l'activité humaine, il ne faut pas regarder en l'air et regarder la météo, il faut regarder qu'est-ce que nous on fait et quels sont les leviers qu'on a pour changer. Et les solutions, elles sont claires, elles sont liées au modèle industriel, elles sont liées au poids des multinationales dans les décisions politiques. On le voit encore une fois, la difficulté qu'on a à mettre en place les engagements de l'accord de Paris, ou à changer les habitudes en termes de consommation de ressources qu'on a et dont l'impact sur la biodiversité. Il y a aujourd'hui véritablement finalement une sorte de schizophrénie, puisque la prise de conscience elle est là, on parle partout du climat. Les COP annuelles sont des... Ce qui est déjà en soi un progrès malgré tout, François Chartier. C'est un progrès parce qu'effectivement, il y a 20 ans, on était dans une espèce de dialectique entre des climato-sceptiques qui niaient toute forme d'impact du changement climatique ou de réalité du changement climatique lié
aux activités humaines. Aujourd'hui, il reste plus quelques personnes complètement iconoclastes et isolées qui tiennent ce genre de propos. Il y avait un déni de la réalité de la perte de la biodiversité. On a parlé de la pêche. Il a fallu longtemps pour qu'on se rende compte qu'on était en train de vider les océans. Et encore aujourd'hui, il y a une partie de l'industrie qui le nie. Alors qu'on a de plus en plus de bateaux, de plus en plus efficaces, on a des machines de guerre en termes de technologie, et on ne pêche pas 1 kilo de poisson de plus depuis 20 ans. Donc c'est qu'on vide. Puisqu'on pêche mieux, avec plus d'efficacité, et qu'on n'en sort pas plus, c'est qu'il y a un problème. Donc cette prise de conscience, elle est là, mais on a aujourd'hui... Et maintenant, il faut des actions concrètes. Il faut des actions, c'est-à-dire des actions politiques. Oui, je veux surenchérir exactement dans le même axe. Si on compare l'effort de pêche pour pêcher 1 kilo de poisson en 1900 par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, on dépense 17 à 20 fois plus d'énergie pour ramasser 1 kilo de poisson aujourd'hui que ce qui était nécessaire en 1900. En même temps, Bruno David, il faut bien comprendre la difficulté. Vous parliez de l'ours qui est obligé de s'adapter à un nouvel environnement. L'homme est obligé aussi de s'adapter à cet nouvel environnement. Et c'est difficile pour beaucoup. On l'a vu dans la crise sociale qu'on vit aujourd'hui. Ce raidissement et cette difficulté à faire passer les messages, il est lié aussi à une forme de survie de l'espèce, quelque part, de la nôtre. Bien sûr, parce que la biosphère, il y aura toujours de la vie sur Terre. La question qui se pose, c'est est-ce que cette vie sur Terre se fera avec l'homme ou sans l'homme? C'est ça la vraie question, si on prend un peu de recul quand même par rapport à ce qui est en train de se passer. Mais cette phase d'adaptation qu'on demande à l'homme, elle est compliquée. Cette phase, elle est très compliquée et on ne peut pas en faire une phase uniquement technique, de spécialistes de l'écologie, de spécialistes de la biologie. Ça passe par une prise de conscience globale de nous tous. Justement, on va en parler. Ça passe par une prise de conscience globale et on aura besoin de sciences humaines et sociales. On a besoin d'économistes, on a besoin de sociologues. On ne pourra pas faire l'économie de l'interdisciplinarité pour résoudre la crise qui est devant nous. Et de politique, on l'a compris, et bien sûr aussi au bout de la chaîne. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire le tour de la question. On va faire le tour de la question. Et puis on peut envoyer un petit commentaire avec le hashtag Europe 1 sur Twitter. On a la page Facebook d'Europe 1 aussi, vous pouvez toujours vous exprimer. Et puis le 3921, 50 centimes la minute, c'est le standard d'Europe 1. Et on a vu que la pétition lancée sur la nécessité de défendre notre environnement et de solliciter les politiques sur cette question a eu un succès considérable. Donc la prise de conscience, elle est là. Elle passe aussi par des messages positifs auprès des enfants. Allez voir l'exposition au Muséum d'Histoire Naturelle jusqu'au 15 janvier. Allez au cinéma, par exemple, aussi, pour voir Mia et le Lion Blanc. Et nous sommes heureux d'avoir sur Europe 1 en direct son réalisateur. Bonjour Gilles Demestre. Bonjour. Le Mia et le Lion Blanc, c'est un des grands succès de cette fin d'année. Vous en êtes où d'ailleurs en termes de spectateurs? On avait parlé de 125 000 entrées le premier jour, le 26 décembre. Là, notre première semaine qui vient de s'achever est à 700 000 spectateurs. 700 000 spectateurs. Les spectateurs fascinés par cette histoire de lion blanc, de son rapport avec la petite fille, avec l'environnement autour de lui. Finalement, dans une fiction, Gilles Demestre, vous recoupez toutes les problématiques qu'on évoque ici. Là, on fait le tour de la question depuis 9h ce matin. C'est vrai que c'est une de mes préoccupations. J'ai moi-même plein d'enfants, donc j'en ai 6, et que j'avais envie de passer ce message, pas de manière technique, puisque en fait je fais beaucoup de documentaires et que j'ai abordé ces questions-là dans des documentaires, et ça s'adresse souvent à des spécialistes ou en tout cas à des gens intéressés. Mais je voulais passer le message au grand public avec une histoire émouvante, une aventure, pour que les enfants puissent prendre conscience de la façon dont on se comporte avec la nature et qu'il faut changer nos habitudes. Sans dévoiler évidemment tout le film, le Lion Blanc, là vous créez un lien entre notre environnement et l'homme, ce qui est le thème de notre débat aujourd'hui. C'est-à-dire, effectivement, le film, l'expérience du film est basée sur une expérience réelle, qui est qu'on a créé une vraie relation entre la jeune actrice et un lion qui a grandi avec elle pendant 3 ans. Et c'est ce qu'on voit à l'écran. En fait, on les voit grandir ensemble, changer entre l'âge de 11 ans et l'âge de 14 ans, et le lion entre la naissance et l'âge adulte. Après, derrière, effectivement, la volonté du film, c'était de passer le message de la protection des espèces. Il y a aussi derrière la façon dont on utilise finalement la nature à des fins récréatives, ou même pire que ça, puisqu'on parle de la chasse au lion. On a abordé un certain nombre de thématiques qui sont liées à la façon dont on se comporte aujourd'hui et qui doit changer. Le message du film, c'est que les enfants peuvent changer le monde. Oui, aussi, formidable message. Voilà, et donc chaque enfant peut se retrouver dans Mia,
et se dire que même chacun à son échelle, comme vous le disiez il y a 5 minutes, on peut changer, ne serait-ce qu'en fermant le robinet ou la lumière. Enfin, c'est pas forcément du niveau de Mia, parce que là c'est une fiction et qu'on veut faire rêver les gens, mais chaque geste peut être important pour la planète, et c'est un peu aussi ce qu'il y a derrière. Et c'est extrêmement réjouissant que ce film ait rencontré tout ce public, 700 000 entrées. Allez, on vous a fait le programme de votre dernier week-end de vacances, vous allez au Muséum le matin, si vous êtes à Paris de passage, et vous allez voir Mia et le Lion Blanc. Alors là, vous pouvez le voir partout en France, puisqu'il est en salle en ce moment. Merci beaucoup Gilles Demesse de nous avoir accompagnés dans cette réflexion. On voulait vous avoir aussi, et bonne continuation pour Mia. François Chartier, le mot de la fin du côté de Greenpeace, on l'a compris, vous passez les messages importants. 2019, c'est une année avec de gros enjeux et capital sur ce combat. Comme on l'a évoqué, il y a des gros enjeux en termes de protection des océans. Il va y avoir des négociations politiques extrêmement importantes, et on attend que le gouvernement prenne ses responsabilités et finalement mette en accord ses paroles et ses actes. C'est un peu la même chose pour le climat. Ce que montre l'affaire du siècle, donc cette pétition qui a recueilli plus de 2 millions de personnes, c'est qu'aujourd'hui, les citoyens veulent que le gouvernement assume ses responsabilités et agisse. Et pour ça, on est prêt à le porter en justice. C'est important. La responsabilité des gouvernements et du gouvernement français aujourd'hui, elle est prioritaire. Une manière donc de faire pression sur les politiques. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, François Chartier, chargé de campagne Océan à Greenpeace, dans cette réflexion ce matin. Bruno David, si on veut terminer par un mot positif, on est passé effectivement de la phase du déni aujourd'hui à la prise de conscience, et cette prise de conscience, on va considérer que c'est la première marche vers de nouvelles actions. Oui, je pense qu'on est vraiment on est sorti d'un dualisme homme-nature, pour utiliser des grands mots, c'est-à-dire l'homme n'est pas à côté de la nature, n'est pas en train d'observer la nature. Nous faisons partie de la nature. Ça maintenant, depuis une dizaine d'années, c'est parfaitement compris. On s'est parfaitement intégré. On a bien compris qu'on n'était pas en position d'arbitre, on faisait partie du jeu, on était parmi les joueurs sur le terrain. Et donc, mais on est un joueur important qui bouscule beaucoup les autres. Alors, afin d'éviter le carton rouge, si vous voyez ce que je veux dire. Ah ben, très très belle image, hein. Vous parlez à un grand amateur de football. Si on veut éviter le carton rouge, c'est-à-dire que notre espèce soit exclue du jeu complètement, je pense qu'il faut qu'on soit en capacité de changer notre comportement de joueur sur ce terrain où on est avec toutes les autres espèces. Il y a plus de 2 millions d'espèces sur Terre, on pense qu'il y en a une dizaine de millions, parce qu'il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas. Il y a une dizaine de millions d'espèces sur Terre qui sont toutes en interrelation. Quand on pense à notre biome intestinal, notre biote intestinal, on abrite plus de bactéries qu'on a de cellules. Donc ça veut bien dire qu'on a besoin des autres et qu'on a souvent besoin d'un plus petit que soi, comme disait La Fontaine. C'est vraiment la réalité. Donc se rappeler que nous sommes sur le terrain, que la nature c'est nous aussi, et que quand on met en danger la nature, c'est nous que nous mettons en danger. Voilà le message de fin. Merci beaucoup Bruno David. C'était vraiment passionnant de vous entendre. Allez voir donc l'exposition Les espèces en voie d'illumination au Muséum d'Histoire Naturelle. Allez voir Mia et le Lion Blanc de Gilles Demesse pendant ses vacances. Et merci à Christian Buchet et François Chartier qui nous ont accompagnés dans cette réflexion pour faire le tour de la question.